on va aller prendre la température du côté de l'Assemblée nationale. Et pour ce faire, nous accueillons notre confrère, le journaliste Djemil Sanli. C'est l'heure de Contre-champ. Alors, pour planter le décor, Contre-champ, ce sera ta chronique politique mensuelle à l'UMA. Et pourquoi Contre-champ ? Eh bien, parce que tu nous emmèneras caméra au point, poser des questions aux responsables politiques qui n'ont pas toujours envie qu'on leur pose des questions. Alors, avant de commencer la chronique, je vais vous raconter rapidement ce qui s'est passé ce midi. Je suis retourné au CRCM, au compte rendu du Conseil des ministres, et en plein milieu de mon échange avec Maud Bréjon, qui est donc la nouvelle porte-parole du gouvernement, un de ses conseillers, donc élyséen, depuis la salle, au milieu des autres journalistes qui allaient poser des questions plus tard, a lancé un arrêté en ma direction. Puis un second, lorsque je relance la ministre sur une question. Perturbant donc l'échange. Ensuite, en off, parce que ça ne s'est pas terminé en on, en off, après, du coup, le compte rendu filmé, il s'est assuré, ce monsieur, que la régie avait bien coupé le direct à plusieurs reprises pour pouvoir me prendre violemment à partie devant toutes les personnes présentes, les journalistes présents, silencieux pour tous, en fait, et choqués pour quelques-uns, pour ceux qui sont venus nous voir après. Et la raison de cette agression, je vois des noms de mille, selon les conseillers élyséens, avec qui j'ai pu parler après, c'est ma question et mes relances sur la proximité du pouvoir macronien avec le Rassemblement national, dans le contexte qu'on connaît avec la dissolution qui peut avoir, enfin, dissolution, enfin, lapsus révélateur, finalement, le fait qu'on puisse, c'est quoi le mot déjà, la censure du gouvernement qui va arriver derrière éventuellement, et cette proximité qui a irrité la ministre, pour le citer. En fait, c'est des menaces, littéralement. Enfin, C'est une forme d'intimidation des journalistes et c'est pas la première fois. On a subi ça, moi-même et des collègues, une collègue. Oui, c'est extrêmement grave. Ouais. Déjà que les journalistes, j'imagine qu'il n'y en a pas forcément beaucoup qui vont poser des questions comme toi, tu vas les poser. Donc en plus, si on est reçu de cette façon-là, c'est compliqué là. Problématique. Ouais, le ton est donné, les présentations sont faites. Alors commençons, de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui ? Eh bien, pour ce premier numéro de Contre-champ, un indice. Hier, nous étions le 26 novembre. Et si cette date vous dit quelque chose, c'est normal. Regardez. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. Il y a 50 ans, donc, Simone Veil prononçait un discours historique à l'Assemblée nationale ouvrant les débats sur le projet de loi visant à légaliser l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse en France. Alors à l'époque, les conservateurs s'étaient fermement opposés à cette initiative défendue par une femme de centre droit. Simone Veil n'était pas de gauche, elle était ministre de la Santé, et elle incarna à ce moment-là ce combat féministe, parfois en opposition avec sa propre famille politique. Alors une victoire législative qui est avant tout le résultat d'un long combat mené par les féministes, les militants pro-IVG et de gauche en général, avec des actions telles que le manifeste des 343 en 71, où 343 femmes déclarèrent à cette époque publiquement avoir avorté illégalement. Aujourd'hui, on commémore du coup ces 50 ans, et cette commémoration se heurte à une réalité politique complexe, on va en parler, voire grise, qui nous rappelle que le temps n'est pas une course linéaire vers plus de progrès pour les femmes. Mais tu veux dire qu'il y a eu des reculs ? Alors, en 50 ans, il y a eu des avancées, il faut le reconnaître, et aussi des reculs, oui. De nombreux pays ont légalisé ou assoupli les lois sur l'avortement. Cependant, ce droit, comme d'autres, sont menacés ou restreints dans certains endroits du monde en raison de changements politiques, culturels ou religieux. Alors, on pense évidemment aux républiques islamiques d'Iran ou d'Afghanistan, mais aussi en Europe, à la Pologne, à la Hongrie, ou à la Russie de Poutine, dont les députés, les élus, c'est la même chose, ont récemment voté un texte interdisant aux femmes de promouvoir un mode de vie sans enfants. Pour finir, côté USA, le Libé titrait le 12 novembre dernier, je les cite, après l'élection de Donald Trump, les Américaines font des stocks de pilules abortives, ce qui donne le ton. Bon, d'accord, mais en France, tout est, tu me rassures, tout est bien OK, puisque on a constitutionnalisé le droit à l'avortement. Eh bien malheureusement non, tu le devinais bien, tout n'est pas OK en France, et c'est pourquoi de nombreuses personnes et organisations féministes ont organisé et manifesté samedi dernier à Paris, partout en France, avec Franck Cartelet de l'UMA à la caméra. J'y ai croisé Yelena, membre de Nous Toutes, et Ania, secrétaire générale de l'UNEF. Écoutez-les.
Avec la montée de l'extrême droite, nos droits sont toujours en danger. Pour ce qui est de l'IVG, on a essayé de mener un combat qui était d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. C'est un combat qu'on n'a pas gagné en réalité. On a obtenu la liberté de l'IVG, mais pas le droit à l'IVG. Parce que la conséquence, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de véritable garantie d'accès à l'IVG pour toutes et pour tous. Si demain, un gouvernement décide de restreindre le droit à l'IVG, c'est possible. Nous, dans le milieu étudiant, on considère qu'il y a quand même des chiffres extrêmement alarmants. Des chiffres qui ne sont pas forcément republiés et que le gouvernement ne prend pas conscience. Quand on a quand même 6 étudiants sur 10 qui sont soit victimes de VSS, soit témoins de VSS et que personne n'en parle, que dans les universités, il n'y a rien qui a vraiment été mis en place pour pouvoir lutter contre les VSS. Aujourd'hui, le planning familial est plus menacé que jamais. Il y a beaucoup de centres qui ferment, il y a beaucoup de régions reculées dans la France où les femmes ont des difficultés à pouvoir avorter. Donc en réalité, ce combat pour le droit à toutes et à tous d'accès à l'IVG, il est toujours d'actualité. Donc en vrai, ça ne va pas. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Ah, ça ne va pas et ça continue à ne pas aller. Et il faut effectivement qu'on continue à se mobiliser, nous en tant qu'organisation syndicale, mais aussi avec les associations féministes qui luttent toute l'année contre les violences sexistes et sexuelles. Alors, dans leur viseur, vous l'avez compris, évidemment l'extrême droite, mais aussi le gouvernement macroniste qui s'en accommode de l'extrême droite. Bruno Retailleau à l'intérieur, nous avons Patrick Hetzel à l'enseignement supérieur ou encore Annie Genevard à l'agriculture, pour ne citer que ces trois-là, qui ont tous voté contre l'IVG dans la Constitution en janvier dernier. Avec Aliénor Lyons à la caméra, je suis allé à l'Assemblée nationale la semaine dernière pour tenter de poser mes questions aux élus RN et macronistes aussi. Regardez. Juste pour l'humanité en quelques instants, c'est l'actualité en fait en ce moment chez nous, on s'intéresse au... Je peux vous suivre un petit peu. J'aurais voulu savoir en fait le RN aujourd'hui, comment il se place sur le terrain des violences sexuelles faites aux femmes et la défense des droits des femmes. Je pense qu'aujourd'hui pour protéger les femmes, il faut avant tout lutter contre l'islamisation de la société parce qu'on voit bien que l'islamisme, il y a un très beau projet de loi de Marine Le Pen de lutte contre les idéologies, notamment l'idéologie islamiste, c'est bien ça qui aujourd'hui remet en cause le droit des femmes dans la société. Il n'y a pas d'homme autre que islamiste qui pourrait s'attaquer aux femmes, on le voit quand même avec le procès Mazan, etc. Madame Berger, bonjour, pour l'humanité, une petite seconde. Excusez-moi, mais je peux passer. Mais bien sûr, vous pouvez répondre à nos questions. Madame Berger. Une de nos préoccupations, moi je suis... Il y a eu quand même 26 personnes du groupe RN qui ont voté contre ou s'est abstenu sur l'inscription dans la constitution de l'IVG. Oui, mais une majorité de députés RN qui ont voté pour cette constitutionnalisation dont moi je travaille là-bas. On avait notamment proposé des résolutions, notamment pour défendre le droit des femmes, je crois, sur différents types de maladies, et c'est des choses dont on s'est largement saisi au RN. Enfin, vos eurodéputés votent quasi systématiquement contre des progrès pour les femmes au niveau européen, par exemple. Ça contredit les déclarations. Alors vous me posez des questions qui sont très subjectives, je trouve. Non, du tout, c'est des faits. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire du discours de Madame Veil. Un mot peut-être sur ça? Toujours pas. Et puis encore là, il y a quand même le planning familial est ciblé par votre parti régulièrement. Je vois pas en quoi les plannings familiaux sont ciblés par le Rassemblement national. La baisse de dotation par exemple. Ah, c'est nous qui l'avons voté, la baisse de dotation. Mais c'est une promesse. Je pense pas, non. Non, je pense pas, non. Merci. Bon, Marine Le Pen, qui était dans l'enceinte de l'établissement et qui est en plein procès pour détournement de fonds publics, ne s'est pas risquée à venir se prêter aux journalistes. Mais ces deux disciples, vous les avez vus, ont fait le job en rappelant les bases. Le RN est un allié des femmes en combattant l'islamisme. Alors voilà, circuler, il n'y a rien d'autre à voir. Et en vérité, un peu comme Trump aux États-Unis lors des dernières élections, Marine Le Pen, qui parlait d'avortement de confort, rappelons-le, encore en 2012, et dont des candidats de son parti promettaient de s'attaquer au planning familial, jusqu'à encore il n'y a pas si longtemps, a opté pour l'ambiguïté et le silence sur le sujet. Mais en fait, c'est une stratégie pour brouiller les pistes ? Effectivement, ce qu'il faut comprendre en vérité, c'est que le RN, plus proche que jamais d'accéder au pouvoir, continue sa dédiabolisation tout en devant ménager la chèvre et le chou. C'est-à-dire qu'au sein du RN, il y a des franges plus extrémistes en fait sur ce sujet-là et d'autres un peu moins. Alors voilà pourquoi ils essayent de se montrer un peu normal en même temps dans cette séquence, une posture qui cherche à brouiller les pistes, comme tu l'as dit, en votant un texte, c'est effectif, contre les violences conjugales, tout en évitant de parler d'IVG frontalement et en continuant surtout à défendre des valeurs dites traditionnelles de la famille, anti-LGBT, et enfermant de fait les femmes dans un rôle de mère au foyer. Mais c'est-à-dire via la promotion de la natalité, par exemple ? Tout à fait. À l'instar de la Russie, dont on parlait tout à l'heure, de Poutine, dont l'extrême droite française développe cet argumentaire, appuyé sur une baisse de la natalité hexagonale, prétendument menaçante pour notre avenir, mais surtout servant bien là leur discours contre le Coran, le remplacement, le discours fantasmique. Alors les femmes françaises, bien françaises, sont appelées alors à réarmer démocratiquement le pays, et si l'expression vous parle, je crois que oui, eh bien c'est normal. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet essentiel, un sujet crucial même pour notre pays, le réarmement démographique.
Oui, il faut pouvoir mettre ce terme au centre du débat. Effectivement, Prisca Thévenot, notre regretté ex-porte-parole de gouvernement, redevenu, j'allais dire, mortel parmi les mortels, mais pas tout à fait, simple député, reprend donc l'expression employée par le président Macron lui-même il y a quelques mois. Les yeux dans les yeux sur Twitter, là, en fait, X désormais, elle nous parle pendant plus de 2 minutes, je cite, de l'enjeu de puissance et de croissance pour notre pays, ainsi que d'une question de dignité à avoir des enfants. Vous vous en doutez, évidemment, là, ça a fait hurler à gauche, mais pas que. Laure Lavalette, la porte-parole du Rassemblement national, s'est fendue d'un tweet pour lui reprocher une sorte d'hypocrisie de reprendre un thème cher au RN. Alors, par chance, j'ai croisé à l'Assemblée celle que j'avais l'habitude d'interpeller à l'Élysée il y a quelques mois pour les CRCM, les comptes rendus des conseils des ministres. Regardez. La semaine prochaine, il y a une autre actualité qui va arriver, et c'est un peu la vôtre. C'est le 50e anniversaire du discours de Madame Veil, vous savez, c'est la semaine prochaine. Et aujourd'hui, vous parlez de réarmement démographique avec un... Est-ce que c'est pas contraire avec le droit des femmes à défendre ? Non, parce que je pense qu'au-delà du terme réarmement démographique, c'est derrière aussi un enjeu de puissance, un enjeu de souveraineté, un enjeu aussi de se dire une nation qui est capable de se projeter avec des enfants, c'est quelque chose quand même qui est positif. Maintenant, et là vous avez raison de m'interpeller, c'est que je ne dis pas à toutes les femmes de ce pays, faites des enfants, faites des enfants. Vous le savez très justement, et si vous pouvez lire un certain nombre de commentaires, et beaucoup m'ont écrit en MP, quand il y a le désir d'enfant, pour plein de raisons légitimes, eh bien ce désir n'est pas assouvi aujourd'hui. Le mot réarmement pose beaucoup de questions, vous l'avez vu dans vos DM, vous le dites ? Non, je l'ai vu en public, en oui. DM non, en DM pas du tout. Vous voulez vous regarder, enfin, encore une fois je pense qu'on peut se faire confiance, non ? Merci. Et au-delà des déclarations, quand même, c'est un projet pro-nataliste qui est un sujet qui est très... Mais quand même, c'est vu comme ça, qui est vu par l'extrême droite aussi, c'est un sujet de l'extrême droite. Est-ce que vous tentez de récupérer ce sujet-là pour le dédébiliser ? Regardez, le sujet, vous posez le bon... Ah, dis donc, les CRCM nous manquent. Mais non, mais vous voyez le sujet, tout de suite, vous me rattachez au Rassemblement national. Quand on parle d'infertilité, quand on parle d'accès au logement, quand on parle d'enjeux économiques, quand on parle d'égalité salariale, parce que c'est aussi un enjeu, quand on place de parler aux crèches, est-ce que c'est un enjeu du Rassemblement national ? Non, c'est un enjeu de femmes et d'hommes qui sont aujourd'hui dans des galères, dans des souffrances et peut-être qu'ils ne pourront pas assouvir leur désir d'enfant. Et donc ça, il faut le regarder. Et je parle bien quand il y a désir d'enfant. Et je suis en tout point opposée à la vision nataliste qu'a le Rassemblement national. J'ai déjà eu l'occasion de le dire au sein de cet hémicycle et je continuerai à le dire. Eux, leur modèle, c'est Orban, pas moi. Je vais vous laisser vous faire réagir pendant l'humanité, la leçon de la formule, n'est-ce pas ? Oui, mais alors du coup, il faudrait que quelqu'un lui dise que sur le réarmement démographique, Emmanuel Macron, c'est pas lui qui est le premier, a priori. Et oui, alors c'est peut-être pas fier du passif de ce mot-là. En tout cas, elle a le sens de la formule, comme je dis, mais il ne suffit pas de se dire être du beau côté de la barrière pour l'être effectivement. L'usage du terme, comme tu le soulignes, réarmement, tout du moins juste celui-ci, d'autant plus utilisé dans un contexte d'actualité de guerre en Ukraine, où la Russie elle-même mène une politique nataliste guerrière, renvoie de fait, et elle le sait, les utérus à des machines à produire la chair à canon. Alors Prisca Thévenot, sur la défensive, comme vous l'avez vu, sait qu'elle joue sur une ligne floue et que son tweet vidéo, que je vous invite à aller voir, vous allez voir, c'est intéressant, est idéologiquement bancal face aux idées d'extrême droite contre lesquelles son camp politique au pouvoir a promis de faire barrage. Mais alors justement, c'est quoi la position du nouveau gouvernement Macron-Barnier ? Eh bien, comme je l'ai dit en début de chronique, j'y suis allé ce midi au CRCM et Maud Bréjon, la nouvelle porte-parole, a simplement balayé toute critique faite sur le sujet, sur la politique menée par le gouvernement. Il n'y a pas de sujet pour elle, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Alors pourtant, ce gouvernement, il faut le rappeler, est composé de plusieurs ministres problématiques, comme je l'ai dit plus tôt, et placé, ce gouvernement, sous la domination de l'extrême droite, idéologiquement, par un choix politique clair du président Macron. Et dans le concret, pour terminer, ce sont environ 130 centres IVG qui ont fermé en France ces 15 dernières années, selon le planning familial, réduisant de fait l'accès à l'IVG en France, qui est d'ailleurs très inégal sur le territoire. Les femmes et leurs alliés ont donc bien raison de continuer à manifester et à hausser le ton, car dans ce combat, comme dans tous les autres, rien n'est jamais acquis, mais continuellement conquis. Merci beaucoup, Djemil, pour cette première chronique reportage pour l'UMA. Je vous conseille aussi d'aller voir le hors-série que l'Humanité a fait sur le sujet. Il est vraiment excellent. Donc, allez regarder ça. Loumi, Cyprien, est-ce que vous êtes au taquet pour réarmer le pays ? Vous êtes comment là sur... Ouais, non, mais je vais me lancer là. Parfait. Non, mais Prisca Thévenot, ce qu'elle dénonce, c'est quand même justement, c'est exactement ce que met en place son gouvernement en fait. Et voilà, elle ose parler effectivement des enjeux de logement, d'égalité salariale. Elle ose même parler des crèches. Voilà, d'ailleurs, on a Aurore Berger qui passe, qui n'a pas très envie de te parler visiblement. Tout à fait, qui est au centre d'un gros scandale d'État quasiment. Qui est dans un scandale justement qui est lié aux crèches. Et donc du coup, c'est vrai que c'est assez dingue quand même d'utiliser ces arguments-là et effectivement de s'étonner que dans ce pays, on ne veut pas faire d'enfants. Puis effectivement, comme tu disais, pour l'extrême droite,
Voilà, faut faire très attention parce que quand on dit si on met l'avortement dans la Constitution, effectivement, donc on ne pourra plus y toucher. Bon, déjà une Constitution, ça peut se modifier, hein, ça peut se changer. Et effectivement, si l'extrême droite arrive au pouvoir, comme tu l'as très bien dit, elle ne dit pas grand-chose, mais elle a quand même beaucoup de ses alliés qui, eux, évidemment, sont contre ce. Oui, et au-delà de ça, tu as raison de le dire. C'est parce que tu l'écris dans la Constitution que c'est effectif. Pour qu'un droit soit effectif, il faut qu'il y ait les moyens qui soient alloués. Et là, on peut dire que le budget 2025, un budget austéritaire de Michel Barnier, c'est un budget aussi contre le droit des femmes et contre les associations, contre les subventions, etc. Donc, Et puis rappelez, comme elle l'a dit au tout début dans le magnéto, Yelena, ce n'est pas le droit dans la Constitution. C'est souvent, d'ailleurs, les journalistes se trompent quand ils disent le droit a été constitutionnalisé, ce n'est pas le cas, c'est la liberté de recourir à, et c'est qu'une liberté. C'est donc une protection contre l'interdiction, éventuellement, même si, comme tu l'as rappelé à l'instant, rien n'est jamais écrit pour toujours, et ce n'est donc pas le droit. Ce serait le droit, ça forcerait l'État à le garantir, ce droit, et ce n'est pas le cas. Donc tout est encore comme je le disais, à conquérir en vérité ces droits-là. En tout cas, ça fait clairement réagir le chat de parler du réarmement démographique. Et du coup, il y a Louise qui dit « J'espère faire 15 enfants d'un coup ». Donc, bon, a priori, les gens en ligne sont très motivés sur le sujet.